Bien, donc je vais continuer à discuter d'une partie très très classique de la théorie des invariants. Donc aujourd'hui, il s'agira du théorème de Slice et Tan de Luna et du théorème de la généralisation du théorème de restriction de Chevalley qui est dû à Luna et Richardson. Mais je vais commencer par quelques préparations. Donc d'abord, on va parler du théorème de Matsushima. Donc, G est un K-groupe affine de type fini et H un sous-groupe fermé de G. Alors, si on peut considérer le quotient G sur H comme c'est un espace algébrique. Mais il est connu que c'est en fait un schéma. C'est en fait un schéma quasi-projectif. C'est un théorème qui est dû à Chow. Et une version relative qui est due à Raynaud. Je ne vais pas creuser là-dessus. Donc il y a un théorème Matsushima qui dit que au moins en caractéristique 0, c'est dû à Matsushima, donc soit G un K-groupe réductif et H un sous-groupe fermé de G. Alors ce quotient G sur H qui est un schéma quasi-projectif. Alors G sur H est un schéma affine si et seulement si H lui-même est au moins ça comme dans l'autre est réductif. Si par défaut on pense que les réductions sont connexes. Voilà, donc je rappelle la preuve. C'est dû à Matsushima en caractéristique 0 et Richardson en caractéristique positif. Donc d'abord, supposons que H, le passage de H à 0, ça fait fini, ça cause pas le produit de tout. Donc j'ignore ce problème-là, j'ignore un peu la différence entre H et H0. Donc supposons que H est réductif. Alors on va démontrer que on considère alors on a le quotient au sein des invariantes. Donc
G mod H, et donc l'algèbre des fonctions sur G qui sont invariants par l'action de translation de H à droite. Et on sait que ça c'est une K-algèbre de type fini. Donc par la discussion de la semaine dernière, le théorème de Habush. Et donc il suffit en fait de démontrer que le morphisme de G sur H, ce quotient défini comme un foncteur, vers G sur H est un isomorphisme. Parce que par définition, le G mod H est affine. Mais ça c'est relativement clair parce que ce morphisme induit une bijection entre les ensembles de K points, et supposons le K algébriquement clos, ce côté, l'ensemble de K points, c'est des orbites, et ce côté, l'ensemble de K points correspond à des orbites fermées, mais tous les orbites sont fermés dans ce cas-ci, donc ça fait une bijection. Et donc ce morphisme est quasi fini. Et quasi fini et surjectif. Et on sait que l'algèbre des invariants est toujours éternellement clos. Donc G sur H est normal, G sur H est normal. Et donc le théorème principal de Zariski implique que G sur H vers G sur H est un isomorphisme. Donc aujourd'hui, on applique le théorème principal de Zariski de multiples fois. Donc je rappelle ici pour que dans le cas le plus simple, vous voyez que ça c'est un schéma quasi-projectif. Donc ça c'est G sur HH. Le théorème de Zariski dit que ça factorise en quelque chose de fini. Ici c'est quasi fini. Ça c'est immersion ouverte. Donc on sait que G sur H sur H est de type fini, donc X est de type fini, un cas schéma de type fini. Et puisque le morphisme de G sur H sur le G sur H induit une bijection sur les K points, ça implique que le complémentaire est vide. Alors, donc ça implique que le complémentaire est vide par le Lunstein-Lensas. Donc ça conclut la preuve du fait que lorsque H est un sous-groupe réductif, alors le quotient au sens de champ de l'espace algébrique est isomorphique au quotient qu'on prend par théorie des invariants. Et donc, a fortiori, le quotient G sur H est un schéma affine.
Donc, inversement, donc suppose que G sur H est affine. On va démontrer que H est réductif. Donc, si H n'est pas réductif, alors on trouvera un sous-groupe unipotent, donc U est isomorphe à GA, qui soit contenu dans le radical de H. Donc H, donc un sous-groupe normal de H, et donc H sur U est affine. Et comme G sur H est affine, ça implique que G sur U est affine. Et ça, c'est pas vraiment possible. Vous voyez, donc là, ça dépend un peu de la caractéristique. Donc, en caractéristique 0, c'est enfin, essentiellement, ce qu'on fait, c'est que U va être inclus dans le radical unipotent d'un Borel de G. L'unipotent maximal d'un Borel. Et donc, G sur U s'envoie sur G sur ceci. Et ça, c'est l'espace affine basique qui n'est pas affine. Ça, c'est n'est pas affine. Alors ça, c'est affine. Ça, c'est affine. Là, il faut faire quelque chose comme des contradictions. Donc ça, essentiellement, implique une contradiction. Donc l'argument... Là, on a un peu du mal à faire marcher directement cet argument, mais il y a des bricoles qui fait passer, par exemple, dans le cas en caractéristique 0, donc la preuve en caractéristique 0, on peut faire appel à la théorème de la version groupe de Jacobson-Morozov. Donc on met U dans un SN2 ou un PGN2, donc c'est R et dans G, et donc R c'est ou bien SN2 ou PGN2, et ça implique que R sur U est affine, mais R sur U c'est justement R sur U, ici on sait que c'est A2 moins 0, qui typiquement n'est pas affine. Donc ça fait une contradiction. Mais ici, ça suppose la caractéristique 0 pour faire marcher le Jacobson-Morozov. En caractéristique positive, Richardson donne un argument un peu astucieux, alambiqué, je ne vais pas présenter, mais bon, essentiellement, c'est ça l'idée. Donc on utilise le fait que le quotient de G passe au radical unipotent du Borel n'est pas affine. Il y a un papier d'une page de Richardson qui donne un argument qui marche caractéristique P, qui est assez joli, mais je ne vais pas rappeler. Voilà, donc ça c'est un peu le truc de base, et que le terme Matsushima, un espace homogène, qui est toujours quasi-projectif, et il est affine si et seulement si H est un sous-groupe réductif de G. Supposons que G est réductif. Et ce qu'on doit utiliser, c'est essentiellement le théorème de principal de Zariski.
maintenant, je vais appeler en fait un théorème vraiment très joli de Luna qui donne la structure de l'axiome d'un groupe réductif sur un schéma affine. Sur le slice état de Luna. Donc ici, K est un corps, un chapitre clos de caractéristique 0. Je crois qu'on peut relaxer cette condition caractéristique dans beaucoup de cas, mais je n'ai pas fait assez d'études pour éclaircir tous les points, mais je vais dire ce qui devait être vrai, et c'est pas très difficile. Donc X, c'est un cas schéma, ce qu'ils appellent un cas variété. Donc c'est un cas schéma réduit, irréductible et de type fini. Ça, c'est le cas initial. Donc, il est muni d'une axiome d'un groupe réductif. Donc, j'ai un cas groupe réductif agissant sur X. Et on a le morphisme quotient. Donc, dans le morphisme quotient de X vers X mod G, on appelle le pi de X. Donc ça, c'est le spectre de K XG. Donc on sait, le quotient invariant est toujours un schéma de type fini. C'est un cas variété. Donc si l'anneau de fonction de X est un domaine, alors les invariants restent un domaine. Et il est de type fini par le théorème de Hinberg-Mumford, comme on a discuté la semaine dernière. Donc là, il y a un théorème de Luna. Donc ici, j'appelle la propriété de base qu'il induit, pi x induit une bijection entre l'ensemble des orbites fermées et l'ensemble des cas points K ajoute donc clos. Sinon, il faut prendre les points fermés. Et qui est affine, oui. Merci. Donc, théorème de Luna dit au suivant, donc soit X. Donc, quand j'ai un point de X, c'est toujours un K point de X. Un point appartenant à une orbite fermée. Donc il s'agit d'une description de l'axiome autour d'une orbite fermée. Alors, il existe un sous-schéma localement fermé L de X qui contient le point X et qui est stable sous l'axiome de G indice X, donc le stabilisateur du point X, est tel que le morphisme
tel que le morphisme de G fois N, le produit contracté, donc divisant par l'axiome de G de X. Donc il y a Gx agit sur N à droite et agit sur G à gauche, qui s'envoie sur X est un morphisme étal. Est un morphisme étal et G équivariante. Et de plus, il est vraiment compatible à ce morphisme de cosine sans invariant, dans le sens qu'il existe, de plus, il existe un ouvert U dans le cosine invariant de G sur X, tel que c'est l'image, donc nous appelons ceci alpha, donc l'axiome restreint à L, tel que l'image de ce morphisme étal et l'image réciproque de cet ouvert U. Donc ce théorème de Slice étant de Luna donne une description très variable des ouverts de cette forme. Des ouverts qu'on obtient par l'image réciproque de ce morphisme du cosine invariant. Voilà. Donc, en plus, il y a très peu d'hypothèses. On ne suppose quasiment rien sur X. La seule hypothèse que l'orbite est fermée. Donc là, donc sur l'hypothèse, ici l'hypothèse, c'est que la caractéristique de K est 0. Et il y a une très forte chance que ça marche si la caractéristique de K est positive. Et si le stabilisateur est un tore, ça devait marcher aussi. Mais je n'ai pas vérifié tous les arguments. D'accord. Tu as une question? Si on prend le point A dans... Bah, quand tu prends un point où le stabilisateur est... Oui, c'est tout. Mais en fait, la construction dans le morphisme de l'algèbre de Lie vers le groupe, c'est un peu comme l'exponentielle. Non, mais c'est la dernière condition. Non, mais c'est peut-être bon, mais... L, c'est quoi? Tu prends 0 dans l'algèbre de Lie. Donc L, c'est... N, c'est 0, je peux prendre N et 0 lui-même. Attends. Non, G égale à Gx, donc je prends L égale à X. Dans ce morphisme, il y a des identités. Tu prends G ici, c'est G. G de X de G, donc N et X. L égale à X. L égale à X, donc cette identité, donc ça marche dans ce cas-là. Oui, mais on peut prendre un... Tu peux prendre un truc plus petit. Je peux choisir N plus petit et je peux rétrécir le U. Enfin, d'accord. Non, je comprends ce que tu veux dire. Oui, oui. De plus, on peut s'arranger. Peut-être que oui. Oui, non, je suis d'accord. On peut choisir. Et L sur le double barre Gx, c'est U ou pas? Oui.
Donc d'abord, en fait, c'est assez étonnant, enfin c'est pas étonnant, mais en fait, on peut réduire au cas de la preuve, on peut se réduire au cas x lisse, en fait, on peut au cas de l'espace affine. Parce qu'en trouvant un plongement, on prend un plongement G équivariant de x, donc V, donc ça c'est un G module. Donc si x est un point fermé ici, l'orbite ici reste encore fermée. Alors si on avait une V, donc ici c'est x, si on a ce slide NV, eh bien on a qu'à tirer en arrière N. Et bon, c'est les choses qu'on bute. Donc on peut supposer que x est lisse. Donc ça c'est le premier coup. Ensuite, donc si même x est un point de x, donc dans un point, et l'orbite fermée, donc je vais noter G parenthèse x, donc c'est G mod Gx, est une orbite fermée. Donc il est affine. Et donc par Matsushima, c'est que Gx, donc on met la composante neutre réductive. Donc on a le Gx, donc il agira sur l'anneau local de x en x, donc il stabilise l'idéal maximal mx et mx au carré. Donc on a l'axiome de Gx sur l'espace tangent. C'est le cotangent ici. Et là, ici on utilise le fait que G est linéairement au caractéristique 0, donc G est linéairement réduit. Attends, donc Gx est linéairement réductif. La catégorie des G modules est semi-simple. Donc on peut, dans cet espace de tangent en x, on a le tangent de l'orbite, donc qui est G invariant, et on peut trouver un complémentaire. Je ne sais pas si j'aurais. Ce n'est plus le V là-bas, donc le V est. Donc il n'y a plus de V là-bas. Donc V c'est un complémentaire. Un complémentaire V stable. Donc ça marche, l'hypothèse que réductif en caractéristique 0 ou si c'est un tort, ça marche aussi. Et ensuite, je suis un peu confus entre le tangent et le cotangent, mais pardon. Excuse-moi, je fais un peu les choses un peu à l'envers ici. Un peu mouillé. Donc ici, on a
on trouve un relèvement G équivariante et ce qui nous donne un morphisme. Ça implique un morphisme G équivariant de x dans le tangent en x en x qui t'envoie x sur 0. Donc ça, c'est un quotient de l'idéal maximal par son carré, et puis on prend un relèvement. Donc ça donne un morphisme sur l'espace symétrique, sur l'algèbre symétrique vers l'anneau de donc ça donne un truc de sim de mx sur mx au carré dans l'anneau de fonction qui est G équivariant, qui nous donne un morphisme de x vers l'espace tangent de x qui est G équivariant. Et ensuite, on va choisir le complémentaire. Dans l'espace tangent de x en x, on a le tangent de l'orbite et on va choisir le complémentaire V. Donc là, c'est le complémentaire qui est G équivariante, G stable. Et on va prendre on tombe ça c'est phi. On va prendre essentiellement le slice qu'on veut, c'est phi moins 1 de V. Un n provisoire. Après, on doit enlever les parties, mais d'abord, on va prendre n comme ça. Gx stable, oui, merci. Il n'y a pas d'accent de G de toute façon. Donc c'est ça l'idée. Donc si vous pensez au cas de G est un groupe réductible, X est G et X est 0. Ici, c'est juste un morphisme à peu près arbitraire de G vers l'algèbre de Lie, du moment que c'est G plus variante. C'est un peu l'inverse de l'exponentielle, en fait. Et on ne demande rien d'autre que le fait qu'il est le G équivariant. Et donc, on a ce morphisme de... Enfin, nous tombe ça n, parce que n, c'est le plus petit. Donc, on a... on a ce morphisme phi de G fois Gx dans n. Donc, n, il a une axiome de Gx. Donc, là, on a alpha n qui va être dans x. Donc, et on va démontrer qu'il existe. On cherche un ouvert n dans n qui satisfait toutes les conclusions, aux conclusions du théorème. Alors donc, il s'agit du lemme suivant, donc, qui n'est pas, en fait, n'est pas difficile. Mais, donc, soit G un groupe réductif
donc agissant sur des cas schéma affines x et y, et phi donc x, y est un morphisme G équivariant, morphisme G équivariant. Alors, on a x, un point dans x, qui s'envoie sur y, un point dans y, tel que les conditions suivantes sont satisfaites. D'abord, l'orbite de Gx et l'orbite de Gy sont fermées dans x et y respectivement. Donc ici, ça va être le point 0 dans n, qui s'envoie dans x, donc l'orbite sont fermées. Le morphisme de phi donc de x à y est tal en x. Donc ça marche parce qu'on a fait tout ce qu'il faut pour que l'espace tangent, que l'application induite sur l'état tangent soit un isomorphisme. Et puis il y a une hypothèse que, après, un peu difficile à voir pourquoi on a besoin de ça, mais il faut que phi restreint à gx. Donc ça donne un morphisme de G, de l'orbite x sur l'orbite de Gy est un isomorphisme, c'est bijectif. Donc ça, c'est les trois hypothèses de Luna. Et là, il conclut qu'il existe. Alors, il existe un ouvert affine U de x qui est G stable tel que bien sûr on voit que U contient le point x. On veut que U est saturé par rapport au morphisme quotient invariant. Donc ça va être égal à pi x moins 1 de pi x de U. Et si V est égal à et phi restreint à U est étal, V est l'image de phi de U et phi de U. Alors on a un diagramme cartésien par rapport au morphisme du quotient invariant. Donc ça c'est aussi bon, aussi bonne qu'on puisse imaginer. On a U, V, donc ça c'est phi restreint à U. Et là on a le morphisme de quotient invariante qui s'applique parce qu'on est dans la saison affine. V restreint à G. Et là c'est un diagramme cartésien avec ici phi et tan et phi divisé par G est aussi étal. Voilà. Enfin, ici, on peut mettre l'hypothèse des variables de schémas normaux. Mais sinon, on peut enlever pour que ça fait normal. Mais il faut bien être sûr que ça sonne donc vite. On peut l'enlever. Vous voyez, donc, on parle de cette situation où on a ce morphisme qui est éteint en un point. Et d'abord, on peut enlever les points qui ne sont pas normaux. Les points qui ne sont pas normaux sont G stables. Et parce qu'on peut séparer les sous-schémas qui sont stables et fermés et qui sont disjoints par des fonctions invariantes. Donc, en inversant les fonctions dans les invariantes, on peut enlever la partie qui sont
qui ne sont pas normales, par exemple. Et en fait, on peut enlever tel que en inversant une fonction invariante. On peut supposer que x et y sont normales. Je peux supposer au début si je veux. Et je peux supposer aussi que le morphisme de phi vers x, y est quasi-fini. Parce qu'en x, il est quasi-fini. Et là, du coup, on applique de nouveau le théorème de G équivariante. On applique de nouveau le théorème principal de Zariski. Donc, ici, on a x vers y, on prend une normalisation de y dans x, on aura ce morphisme x tilde. Donc le diagramme est G équivariante. Donc x dans x tilde est une dimension ouverte. Ici on a phi, ici on a phi tilde, et phi tilde est fini. Et ici, une observation est que on observe que l'orbite de G de x est encore fermée dans l'adhérence x tilde. Et c'est parce que phi tilde est fini. On sait que phi tilde moins 1 de phi de G de x, donc ça c'est G de y, est une réunion finie d'orbites de même dimension. Donc il y a une orbite qui est le G de x, et puis il y a d'autres, mais ils sont tous de même dimension. Donc ils sont toutes ouvertes et fermées dans cette image réciproque. Et du coup, on peut donc se ramener on se ramène au cas où on remplace x par ce x tilde y. Au cas où x, y est un morphisme fini. Fini et G équivariante. Et donc, c'est mon phi fini équivariante, et on peut tout de même l'hypothèse que phi de G de x sont fermées, et phi est étane en x, et avec cette bit un peu plus bizarre, comme restreint cette orbite, c'est un isomorphisme. Et bien, dans cette situation, bien sûr, on a, après rétrécir en inversant par la fonction discriminante, on trouve un morphisme étale.
Donc après inversion, de nouveau par une fonction invariante, on a un morphisme fini et tan, donc x, y, est fini et tan. Et on se demande pourquoi on a besoin de cette condition. On n'a pas enregistré cette hypothèse que la restriction de l'état est une bijection. Cette condition est nécessaire parce que ça implique que qu'on peut se ramener au quotient invariant. Si le morphisme fini et tan, si on prend le quotient champêtre, c'est fini et tan, il n'y a pas de problème, mais quand on prend le quotient invariant, on a un problème supplémentaire, peut-être à cause du défaut entre ces orbites. Donc ces conditions-là impliquent qu'on a un diagramme cartésien. Donc, le morphisme est étant, donc le morphisme phi G est étant étant au point pi x de x. Donc ça implique exactement ça. Donc c'est ça dont on a besoin. Donc voilà la preuve du théorème de Luna. Donc la seule chose dont on a besoin, c'était la linéaire réductivité de G de X pour démarrer la construction. Après toutes les vérifications, ça marche sur toutes les caractéristiques. Et donc ça marche pour les roues réductifs sur le conjugement clos. Et ça marche aussi, ça devait marcher aussi pour les tores caractéristiques P. Et peut-être ça marche aussi en caractéristique P sous des hypothèses un peu plus raffinées, je ne vais pas chercher. Oui. Il faut supposer normal au départ ou pas? Non, mais au début, tu ne supposes rien du tout parce que tu peux le mettre dans un espace affine. Ça dépend pour le lemme ou pour le théorème. En inversant une fonction invariante, on peut supposer x, y normal, mais à ce moment-là, si oui. c'est pas au départ normal. Si c'est normal, je n'ai pas besoin de faire ça, mais c'est le même argument pour s'assurer que c'est quasi fini. Il doit inverser la fonction pour enlever les fibres dimension supérieure. Mais si au départ, c'est pas normal au voisinage de petit x, non, si c'est normal en x, ça doit être normal en x, bien sûr. Ça doit être normal en x. Il faut supposer que c'est normal en petit x, absolument, oui. Donc ce théorème de Slice et Tan de Luna nous donne des modèles locaux pour que l'action locaux pour les actions réductives sur des schémas affines. Donc si G agissant sur X affine, donc si X est dans X est un point dans une orbite fermée, alors le théorème de Slice étant Luna indique qu'en fait c'est un équivalent pour la topologie étale entre l'axiome de G sur X au voisinage, dans un voisinage de G de X, avec le fibré normal.
Donc ça va être G sur H, donc H est égal à G de X fois V, où V est un H module. Ça c'est le co-normal, ça c'est le normal, le fibré normal. De l'orbite G de X dans X. Et on peut vérifier que cette application de l'ensemble des orbites fermées vers les produits contractés de cette forme. Donc il y a un sous-groupe H, un G sur H, et puis un V module, un peu contracté, à l'image finie. Donc c'est un recouvrement de modèle G sur H avec G sur H un peu du contract. Pardon? G sur H contracté avec V au-dessus de H. Oh, pardon. Je ne suis pas bien aujourd'hui. J'ai ça. Voilà, donc en fait, on n'a pas besoin de ceci, mais ce dont on a besoin plus tard, c'est le point de départ du théorème de restriction générale et l'existence de l'ouvert principal. Donc c'est l'ouvert principal ou l'ouvert semi-simple régulier que j'ai mentionné dans le premier cours. Donc, il y a le théorème de Luna-Richardson. Donc, de nouveau, donc, G, c'est un carreau prédictif. Agissant sur un K-schéma affine X. Et là, en supposant que l'hypothèse, il existe une orbite fermée régulière. Donc une orbite régulière semi-simple, si on veut. Alors, il existe là. Il existe un ouvert, c'est l'ouvert principal. U de X, tel que pour tout XU dans U, le stabilisateur de U est conjugué à un stabilisateur de X. Donc, du moment qu'il y a une seule orbite régulière fermée, enfin ici pour être sûr, je suppose aussi, bon, il y a une peut être fortement régulière. Il y a peut-être, on peut l'affaiblir peut-être, mais donc, supposons que G de X est connexe. Donc il est réductif parce que l'orbite est fermée, mais je suis sûr que c'est réductif connexe. Donc il y a un brevet groupe fini, je n'ai pas élucidé, ça ne devrait pas causer vraiment de problème. Donc là, c'est une application immédiate du théorème de Slice de Luna. Donc on a cet ouvert donc ce slice de Luna, le produit contracté de Gx fois vers X, donc ce slice de Luna
Donc l'image c'est U dans X. Alors ça implique que pour tout X dans U, pour tout U dans U, le stabilisateur de U est conjugué à un sous-groupe fermé de G de X. Donc c'est ça la conséquence de slice état de Luna. Donc le stabilisateur ne peut pas être plus gros que G de X. Parce que ici G sur G de X. Mais la condition que l'orbite de Gx est régulière, ça implique que la dimension de G doit être aussi petit que possible. Donc dimension de G de X ne peut pas être plus grande que la dimension de G de Y. Alors si Gx est connexe, ça implique que Gu est conjugué à G de X. Donc si en caractéristique P, si le stabilisateur est un tor en un point, ça va être le même tor conjugaison près dans un voisinage Zariski. Et en fait, en reprenant un peu le terme de slice, on peut démontrer que l'ouvert U, le maximal, U maximal, est saturé par rapport aux quotients invariantes. Autrement dire, j'écris U c'est pi x moins 1 de pi x de U. Donc il y a vraiment un ouvert principal sur le. Donc il y a un ouvert principal. De x sur G. Donc il y a un ouvert de ce quotient invariant. C'est vraiment tel qu'une fois, donc l'image réciproque sur X a la propriété que les orbites sont toutes régulières, semi-stables, et les sous-groupes d'isotropie sont tous conjugués. Donc c'est vraiment exactement la même situation que l'axiome adjoint ou l'axiome de conjugaison. Donc c'est un peu la prémisse de la généralisation de Luna-Richardson, le terme de restriction. Donc, je rappelle, avant d'énoncer la généralisation, je vous rappelle quelle est la situation usuelle. Donc, le théorème de restriction de Chevalet. Donc, le truc de base, c'est que G est réductif, agissant par l'axiome adjointe sur son algèbre de Lie. Alors, si T est un temps maximal de G, et T, c'est l'algèbre de Cartan, qui est donc l'algèbre de Lie de T. Donc ici, on a le groupe de Weil qui agit sur T et sur son algèbre de Lie. Alors, le morphisme, l'inclusion, donc la restriction, donc l'inclusion de T dans G, induit un isomorphisme entre le quotient invariant de T sur W et G sur G. Et l'inclusion du tor dans G induit un isomorphisme entre T sur W avec G sur G. Donc ça, c'est l'axiome par conjugaison. Donc le théorème de Luna-Richardson, en fait, ça c'est un fait vraiment général qui marche presque toujours
l'hypothèse qu'il y a une seule orbite semi-simple régulière. Donc, soit j'ai un cas roux prédictif. Luna-Richardson suppose toujours caractéristique 0. Mais, de nouveau, je pense que ça marche, du moment que le groupe principal est un tore. Et agissant sur X, donc là, il faut des hypothèses, une variété, un cas schéma réduit, irréductible et normal. Donc là, ici, le normal est important. Et affine, oui. Et soit un x, un point de x, qui est tel que l'orbite g de x est fermée et régulière. La dimension est maximale parmi toutes les orbites. Et donc, on a ici, donc il est affine. Donc, le h et g de x est réductif. Et ici, je suppose h est connexe. Dans l'article de Luna-Richardson, il ne le suppose pas. Donc, ça devrait être l'hypothèse, mais je n'ai pas eu le temps de vérifier, de comprendre ces subtilités. Donc, je suppose que c'est connexe. Donc, on va prendre f et x de h, donc le sous-schéma des points fixes sous h, donc qui joue le rôle de l'algèbre des lignes de t depuis carton, ou de t ici. Et le groupe de Weil, ici, dans ce cas-là, ce n'est plus un groupe fini, mais c'est pas grave, mais en tout cas, on va prendre le normalisateur, donc G de H, divisant par H. Donc, le centralisateur, prendre le centralisateur de H peut être plus gros que H. Donc, il y a un bout qui... attention, le centralisateur dans G de H est plus gros que H, même lorsque H est un tore. Alors le morphisme, l'inclusion de F dans X induit un isomorphisme entre le quotient invariant de f sur w et x divisant par g, sous l'hypothèse, il y a quand même une hypothèse, que f sur w est irréductible. Mais en fait, ça c'est l'hypothèse dans Richardson, mais c'est après aussi un peu bizarre. Mais en fait, la vraie hypothèse qu'il utilise, qui est beaucoup plus naturelle, c'est que toutes les composantes irréductibles, après il y a beaucoup de composantes irréductibles, de F ont une intersection avec l'ouvert principal. Donc c'est ça vraiment, cette hypothèse dit vraiment ça.
Et après, il y a des composants qui sont entièrement dans la partie qui sont principales. Alors, ils sont un peu, on les perd un peu. On prend que les composants qui ont une intersection avec l'ouvert principal. Donc, vous voyez que c'est extrêmement général. On ne suppose rien, on doit supposer comme x est normal. Ça, c'est important. Et f, en général, est assez bon. Si on suppose que h est un tore, donc le lieu de point fixe sont pas pires que x. Si x est lisse, les lieux de point fixe sont aussi lisses. Donc, mais le quotient peut être méchant, parce que ici, W, même si c'est un groupe fini, c'est peut-être pas un groupe de réflexion, donc le quotient ne peut pas une singularité, mais on arrive toujours à cet isomorphisme-là. Voilà, maintenant Pardon? C'est en caractéristique 0. C'est en caractéristique 0, mais je pense que ça marche si tu supposes que c'est un tort. Je n'ai pas vérifié tous les détails, mais Parce que peut-être chez Mallet, je crois que tu as dit que c'était tout le temps un isomorphisme, mais au niveau de l'algèbre de Lie, c'est pas toujours un isomorphisme en caractéristique P, je crois. Oui, il y a. Enfin, au niveau des groupes, c'était sur W, c'est toujours isomorphe, mais au niveau de l'algèbre de Lie, c'est en général, c'est pas. Oui, non, je comprends. Il y a des. Mais je dis qu'en fait, c'est relativement. Il faut des hypothèses, mais c'est quelque chose qu'on peut vérifier si ça marche ou pas. C'est vraiment une histoire entre les. Ce n'est pas un truc dans les points singuliers, c'est juste un morphisme qui est bijectif, en caractéristique 0 et birationnel. C'est un truc qu'on peut vérifier sur le corps de fonction. Donc, en fait, la remarque, c'est que toute orbite fermée de G sur X a une intersection non vide avec F. Donc ça c'est relativement clair, c'est l'orbite régulière, c'est mis simple, parce que les stabilisateur est conjugué, enfin fait une poule de conjugaison, donc on va atterrir sur le lieu de point fixe. Et il faut les arguments, mais ça marche pour toutes les orbites fermées. Et donc, on a toujours ce morphisme de. Le morphisme de F dans X, ça induit toujours ce morphisme entre les quotients invariants de W dans X sur G. Et ce morphisme est surjectif sur les K points. Et ça, c'est des schémas affines. Donc ça, c'est affine et normal. Et donc, et qui est même bijectif sur la partie principale. Donc, là, ça c'est quelque chose d'irréductible. Et donc là, on a un lambda algèbre relativement élémentaire qui dit que si phi, qui ressemble au terme de Zariski, mais ne l'est pas, c'est beaucoup plus élémentaire,
un morphisme Y qui est birationnel et surjectif entre les cas schéma affine, donc ça c'est important que ce soit affine, et Y est normal. Alors, schéma donc, réduit, réductible. Alors, phi est un isomorphisme. Donc là, ça reste un peu au terme de Zariski, mais ce ne l'est pas. Vous regardez simplement les enjeux de fonction. Et pour on voit bien que on démontre que les jeux de fonctions sont les mêmes. Donc ça, c'est un théorème du de Luna qui est, malgré son apparence, est en fait assez facile et élémentaire. Et voilà, donc ça, on a ce joli théorème qui, en fait, qui donne le théorème de restriction dans beaucoup de cas, donc aussi dans le cas de constant réaliste. Ou dans le cas des F symétriques, donc on a une évolution sur le groupe de Lie, sur l'algèbre de Lie, etc. On verra plus tard, donc dans aussi sur le groupe, dans le cas de monoïde réductif. Où on a G qui s'inclut dans un monoïde M et le temps maximal s'inclut dans une variété torique. Et donc, on aura M mod G. Par la somme de conjugaison, ça va être la même chose que le quotient de variété torique par la somme de groupe de Weil. Donc, ça s'applique tel quel dans le cas monoïde. Donc, il y a un cas, en fait, dans tout ce cas-là, ça ressemble quand même au cas de l'algèbre de Lie, mais un cas qui est beaucoup plus difficile, c'est le cas des variétés commutantes. Donc xy dans G fois G, tel que le crochet est 0. Donc ça c'est le x. On sait que l'ouvert régulé semi-simple, où les x et y sont simultanément diagonalisables et denses dans x. Mais on ne sait pas x est réduit. Donc on ne sait pas si x est réduit. Mais n'empêche, si on prend le réduit de x, et puis on normalise si nécessaire, alors on prend le quotient invariant de G, ça va être 2 fois l'algèbre de Cartan divisé par l'axiome diagonale de groupe de Weil. Pardon? Quand tu dis on ne sait pas si x est réduit, ça veut dire que tu définis x comment? Tu définis comme un foncteur. Comme un foncteur. Donc tu sais pas qu'il est réduit. Je vais en discuter là-dessus. Tu écris des équations. Oui. Donc ça reste une conjecture, c'est tout est réduit. Donc ici on applique le thème de Luna-Richardson, trouve ça. Et dans beaucoup de cas, on peut démontrer que même sans peu de réduit, c'est quand même ça, mais c'est beaucoup plus difficile. Donc on ne peut pas enlever des nipotents dans ce truc-là, mais dans le quotient invariant, ça a tendance de tuer les nipotents. Donc, bon, voilà, je vais parler aujourd'hui, si vous avez des questions.